Bonjour, donc dans cette vidéo on va s'intéresser au modèle de propagation épidémique SIR en tenant compte de la natalité et de la mortalité, et puis on va voir comment ce modèle peut mener à des solutions oscillantes et des populations d'infectés endémiques. Donc la dernière fois, on s'était intéressé au modèle de propagation SIR, donc il y a un lien vers la vidéo qui présentait ce modèle dans la description de cette vidéo actuelle. Et donc dans ce modèle, on avait divisé la population en trois compartiments. Un compartiment qui contenait les personnes susceptibles d'être infectées, donc les S. Un compartiment qui contenait les personnes infectées par la maladie. Et un compartiment qui contenait les personnes remises, c'est-à-dire les personnes immunisées pour l'essentiel. Et donc ce qu'on avait déjà établi, c'était que à chaque instant, la quantité de la fraction de personnes susceptibles qui passaient du compartiment S au compartiment I était proportionnelle en fait au contact entre une personne infectée et une personne susceptible, donc proportionnelle au produit I fois S. Et donc à chaque instant, le nombre de personnes qui guérissent de la maladie, donc qui sortent du compartiment des infectés, eh bien, était proportionnel au nombre d'infectés, donc gamma I. Et puis on avait aussi écrit, donc je rappelle que petit s, petit i et petit r correspondent chacun à la fraction de la population de susceptibles, fraction de la population infectée et fraction de la population de personnes remises. Donc ça veut dire que quand j'additionne ces trois nombres, à chaque instant, ces trois nombres sont... la somme de ces trois nombres est égale à 1, c'est-à-dire 100% de la population. Voilà, donc maintenant on va tenir compte de la mortalité et de la natalité, mais on va faire l'hypothèse, malgré tout, que la population est constante. Donc ça veut dire que en proportion, en nombre, en fait, la somme de ces trois nombres est tout le temps la même, et donc qu'elle ne varie pas, il n'y a pas d'augmentation globale de la population, ce qui revient à dire en fait que la mortalité est égale à la natalité, et ce qui est valable, disons, sur des temps courts, c'est-à-dire sur des temps pour lesquels l'augmentation ou la diminution de la population est négligeable. Donc on va faire une seconde hypothèse, c'est que en fait toutes les naissances apportent des nouveaux individus au réservoir de susceptibles. Donc toutes les personnes qui naissent sont saines. D'accord ? Donc ça veut dire que en fait je rajoute une certaine quantité, à chaque instant, je rajoute une certaine quantité d'individus au compartiment S, et la fraction d'individus correspond à mu. Et donc puisque la population ne varie pas, ça veut dire que la mortalité doit retirer aussi à chaque instant cette quantité-là. D'accord ? Et puis je vais supposer que la mortalité est la même dans les trois compartiments. Donc ça veut dire que la fraction de personnes qui meurent à chaque instant est égale à mu S pour le compartiment S, mu I pour le compartiment I, et mu R pour le compartiment R. Donc là j'ai tout ce qu'il me faut pour établir les équations différentielles. Donc à chaque instant, en fait, la dérivée par rapport au temps de la fraction de personnes susceptibles, donc ce que je vais noter S' dans la suite, est égale à moins bêta IS, donc ça c'est les personnes qui quittent le compartiment S, plus mu, moins mu S, donc en fait je peux factoriser le mu, donc ça veut dire mu facteur de 1 moins S. De la même façon, pour I', je vais avoir I' qui est égal à bêta IS, donc ça c'est la fraction de personnes qui rentrent, moins gamma I, moins mu I, donc je peux factoriser gamma plus mu, fois I. Et donc pour R', c'est tout simplement gamma I personnes qui rentrent dans ce compartiment, moins mu R personnes qui en sortent. Alors mu R personnes, c'est-à-dire mu R, c'est la fraction de personnes qui en sortent à chaque instant. Voilà, donc ça me fait un système d'équations différentielles non linéaire, pour lequel je n'ai pas de solution analytique. Alors j'ai toujours pas de solution analytique, mais comme la dernière fois on va dire un certain nombre de choses. Donc déjà il suffit de se rendre compte que puisqu'on a cette équation qui est toujours valable, S plus I plus R est égal à 1, ça veut dire qu'il suffit que je résolve les deux équations du haut pour I et S,
Et si je sais dire des choses sur IS, bah, je sais dire des choses sur R également, puisqu'il suffit que je fasse 1 moins S moins I. Voilà, et comme la dernière fois aussi, j'ai à l'instant initial S0 qui est positif ou nul, forcément bien sûr, I0 positif ou nul, R0 positif ou nul. Donc en fait, tous les coefficients qui sont ici, en fait, sont des coefficients qui sont positifs. Bêta, gamma, mu sont des coefficients positifs, I et S sont des coefficients positifs. Et ils sont également définis, chacun des I et des S. I, S et R sont forcément inférieurs à 1 tous, inférieurs ou égaux à 1 tous, en vertu de cette équation-là, et du fait qu'il s'agit de fractions de la population. Voilà, donc maintenant j'ai tout ce qu'il me faut pour pouvoir étudier ce système, et la première chose qu'on va faire, c'est que on va chercher les points d'équilibre. Les points d'équilibre, en fait, ce sont les points pour lesquels j'ai une annulation des simultanés des trois dérivés, d'accord? Donc c'est-à-dire ce sont les points, les couples SI tels que I' égale S' égale 0 égale R'. Donc tout ça doit être égal à 0. Alors on va travailler sur l'équation qui concerne I' parce que elle est plus facile à manipuler pour l'instant. Donc j'ai I' qui est égal à bêta IS moins gamma plus mu I. Ce que je vais faire, c'est que je vais factoriser gamma plus mu I. D'accord? Donc ça va me donner gamma plus mu I facteur de bêta divisé par gamma plus mu fois S moins 1. Et là, je vais poser, comme j'avais fait la dernière fois, sauf que maintenant j'ai un coefficient mu en plus du coefficient gamma. Bêta divisé par gamma plus mu, c'est ce que je vais appeler le coefficient sigma. Donc comme la dernière fois, c'est ce qu'on appelle le coefficient de contact ou encore le coefficient R0. On entend beaucoup parler du coefficient R0 dans les médias. Et donc, une fois que j'ai ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va noter chacun des points d'équilibre, on va les noter avec une petite étoile, d'accord? Donc en fait, j'ai dit les S et I tels que I étoile, S étoile égale 0, en fait je vais leur mettre une petite étoile pour indiquer qu'il s'agit d'un point d'équilibre. Alors si je veux annuler I', eh bien j'ai deux possibilités. On voit que, alors gamma et mu sont strictement positifs, hein, sigma est strictement positif aussi. J'ai deux façons de l'annuler, soit j'annule soit j'ai I qui va être nul, soit c'est ça qui va être égal à 0, soit c'est ce terme-là qui va être égal à 0. D'accord? Donc j'ai deux possibilités. Donc la première possibilité, le premier cas, disons, le cas 1. Donc ça veut dire que I est nul, d'accord? Donc ça me correspond à un premier point d'équilibre, je vais l'appeler I étoile 1. J'ai I étoile 1 qui est égal à 0, donc ça me permet d'avoir I' égale 0. Et maintenant, si je le mets dans l'équation pour S', bah, ça veut dire que j'ai S' qui doit aussi être égal à 0, qui est égal à moins bêta. Alors, moins bêta fois I étoile 1, vu que c'est nul, bah, ce terme-là va être nul, et il va plus me rester que mu facteur de 1 moins S étoile. Donc, moins mu facteur de 1 moins S étoile 1. Et donc on voit que pardon, c'est plus ici. Donc on voit que pour annuler S', bah, il faut en plus que S étoile 1 soit égal à 1. Donc ça me donne S étoile 1 égale à 1. Et donc forcément, bah, R étoile 1 est égal à 0 puisque la somme de ça, I, S et R doit être égale à 1. Autrement dit, le premier point d'équilibre, que je vais appeler PE1, c'est le point S1 étoile égale 1 et I1 étoile égale 0. D'accord? Donc c'est 1, 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire qu'on a 100% de la population qui est saine, 100% de la population saine, et 0% de la population infectée. Alors,
On va voir ensuite dans quel cas de figure est-ce qu'on peut arriver à ça, mais en gros on voit que ça c'est un point d'équilibre possible. J'ai plus aucune personne malade et j'ai 100% de la population qui est remise, enfin qui est saine plutôt. Donc ça c'est une première possibilité. Ok, on va regarder le second cas qui nous intéressait. Bah, cette fois c'est quand sigma s moins 1 est égal à 0. Donc ça veut dire que, alors vu que je suis sur un point d'équilibre, cette fois ça va être un deuxième point d'équilibre. Sigma s étoile 2 moins 1 qui est égal à 0, donc ça veut dire sigma s étoile égale 1. Donc ça me donne s2 étoile est égal à 1 sur sigma. D'accord ? Et quand je remplace cette valeur-là dans l'équation de s', donc que je veux aussi annuler, hein, donc s', ça va être moins bêta fois i étoile 2 fois s étoile 2 plus mu facteur de 1 moins s étoile 2. D'accord. Donc ça, quand je remplace s étoile 2 par 1 sur sigma, ça me fait moins bêta i2 étoile divisé par sigma plus mu facteur de 1 moins 1 sur sigma. Et quand je résous ça, j'obtiens que i2 étoile est égal à mu sur bêta facteur de sigma moins 1. Voilà, donc ça veut dire que le second point d'équilibre, donc PE2, c'est le point S étoile 2 qui est égal à 1 sur sigma et I étoile 2 qui est égal à mu sur bêta facteur de sigma moins 1. Donc ça c'est mon second point d'équilibre. Donc j'ai deux points d'équilibre. Alors maintenant qu'on a trouvé les points d'équilibre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher à savoir si ces points d'équilibre sont stables. D'accord ? Donc on va chercher la stabilité des points d'équilibre. Alors un premier truc qui peut nous interpeller ici, c'est que quand on regarde ce deuxième point d'équilibre, on voit que I2 étoile, qui est forcément quelque chose de positif, d'accord, par définition, puisque c'est une fraction de population, bah, on voit qu'il va avoir du mal à être positif si sigma est inférieur à 1, d'accord, puisque du coup sigma moins 1 serait négatif. Autrement dit, on va pouvoir séparer en fait les cas de figure où sigma est plus petit que 1 et sigma est inférieur à 1. Donc on va s'intéresser d'abord au cas sigma plus grand que 1. Ok, donc si sigma, sigma 1 est plus petit que 1, ça c'est notre premier cas, c'est sigma plus petit que 1. Alors, si sigma est plus petit que 1, bah, PE2 ne peut pas exister, d'accord? Donc PE2 n'existe pas. Premier constat, donc il n'y a que PE1 qui existe. Et si sigma est plus petit que 1, en fait, si on revient sur l'équation de I', bah, on s'aperçoit que sigma S, si sigma est plus petit que 1, vu que S est aussi plus petit que 1, alors le produit sigma fois S est forcément plus petit que 1, et donc sigma fois S moins 1 est forcément négatif. D'accord? Donc je refais le raisonnement ici. Sigma plus petit que 1, S plus petit que 1, donc sigma S plus petit que 1, et donc sigma S moins 1 négatif, ce qui veut dire que I' est négatif, et donc I décroît. Décroît et tend vers 0. Et donc si ça décroît et ça tend vers 0, en fait ça veut dire en réalité que le système tend vers le premier point d'équilibre, donc tend vers S1 étoile, I1 étoile égale 1, 0. D'accord ? Et donc ça c'est un point stable dans ce cas de figure là. D'accord ? Donc au fil du temps, j'ai les infectés en fonction du temps. Je démarre à la fraction de population infectée de départ et je décroît et tend vers 0. Donc ça va être une fonction qui va avoir cette forme-là. Donc ça c'est le cas facile. Maintenant on va se mettre dans le cas sigma est supérieur à 1. Et on va se demander si les points d'équilibre sont stables.
Alors pour analyser la stabilité, ce qu'on va faire, c'est que on va se mettre près d'un point d'équilibre et on va regarder comment se comportent les solutions. Parce qu'on n'arrive pas à trouver de solution analytique vu que les équations différentielles sont non linéaires. Par contre, si on se met suffisamment proche des points d'équilibre, on va pouvoir linéariser ces équations en faisant un développement de Taylor de façon à ce qu'on puisse les résoudre. Donc c'est ça qu'on va faire. Donc, dans le cas sigma supérieur à 1, on fait un développement de Taylor à l'ordre 1 autour des points d'équilibre. Alors d'abord, je vais présenter comment se fait le développement de Taylor autour des points d'équilibre. Ça veut dire qu'en fait, on va voir si les couples S, I tendent vers ces points d'équilibre quand on se met autour de ces points d'équilibre. Donc, pour S', le développement de Taylor, donc S' en fait, on est d'accord que c'est une fonction de S et I. D'accord? Donc c'est la fonction ici de S et de I qui est égale à moins bêta IS plus mu facteur de 1 moins S. Donc maintenant si je fais un développement de Taylor de cette fonction autour d'un point d'équilibre, donc on va considérer un point d'équilibre S étoile, I étoile. On verra ensuite en particulier les points S1 étoile et I1 étoile, puis S2 étoile, I2 étoile. Donc ça, si je fais un développement de Taylor à l'ordre 1, c'est égal à f de S étoile, I étoile. Puisque c'est une fonction de deux variables, ça fait intervenir deux dérivées partielles. Donc ça va être S moins S étoile, facteur de la dérivée partielle de f par rapport à S, évaluée en S égale S étoile, d'accord, plus I moins I étoile, facteur de la dérivée partielle de f par rapport à I, évalué en I égale I étoile. Donc en fait, évalué au point S égale S étoile, I égale I étoile. Et de la même façon ici, ça va être S égale S étoile et I égale I étoile. Voilà, et de la même façon pour I', donc cette fois I' c'est une fonction G de S et de I, elle est à peu près égale à G de S étoile, I étoile, plus I moins I étoile, dérivée partielle de G, cette fois par rapport à S, évaluée au point d'équilibre, hein, donc on va juste l'appeler point d'équilibre, plus I moins I étoile. Oups, j'ai écrit I moins I étoile ici, en fait c'était des S. Dérivée partielle de G par rapport à I, évaluée au point d'équilibre. Voilà à quoi va ressembler ces développements de Taylor. Donc si maintenant je fais, donc on va faire un petit changement de variable hein, ici pour pas se traîner des S moins S étoiles un peu partout. Je vais poser X égale S moins S étoile, Y égale I moins I étoile, et donc ça veut aussi dire que X' égale S' et Y' égale I'. Donc quand j'injecte ce changement de variable là-dedans, et que je fais les évaluations, alors bien sûr f de S étoile I étoile égale 0, hein, forcément, puisque c'est par définition d'un point d'équilibre. Donc quand je fais ce développement et que je l'écris, eh bien j'obtiens le système suivant. Donc j'ai S' est égal à X', d'accord, X' qui est égal à, et donc si je développe ça, je vous épargne le développement et je vous donne le résultat tout de suite. J'ai X' est égal à moins bêta I étoile plus mu fois X moins bêta S étoile fois Y. Et pour Y', j'obtiens bêta I étoile X plus gamma plus mu facteur de sigma S étoile moins 1 fois Y. Voilà le système d'équations différentielles linéarisées. Donc là, elles sont linéarisées, et donc ça, c'est des équations que on sait résoudre. Des équations différentielles qu'on sait résoudre. Alors, premièrement, autour de
donc du premier point d'équilibre, S étoile 1, I étoile 1, égale 1, 0. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que si je prends un diagramme de phase, d'accord, IS, d'accord, S peut pas être supérieur à 1, I peut pas être supérieur à 1, ce qui veut dire que en fait je suis contenu dans ce triangle. Je l'avais déjà dessiné la dernière fois, je suis désolé, je dessine mal ma droite. Ça c'est la droite d'équation S plus I égale 1. Ici j'ai 0 et donc je suis forcément dans ce triangle là. Et ben je me mets très près de ce point là. D'accord, ça c'est le premier point d'équilibre. C'est S égale 1 et I égale 0. C'est ici, ça c'est PE1. Donc là je fais un zoom ici et je me mets là en S étoile 1, I étoile 1. Et je suis en train de me balader sur un petit point qui est très près de ce point là, d'accord. Ça veut dire que la distance entre ce point là et le point d'équilibre est très faible. Ok, donc quand j'évalue mon système d'équation différentielle en ce point là, j'obtiens le système suivant. X' est égal à moins mu x moins bêta y, et y' qui est égal à gamma plus mu facteur de sigma moins 1 y. Voilà. Et donc l'équation différentielle sur y, ça on sait la résoudre, c'est une équation différentielle du premier ordre dont la solution est donc y en fonction de t est égal à y de 0 exponentielle de gamma plus mu facteur de sigma moins 1 t. Voilà. D'accord. Et puisque gamma plus mu est strictement positif, sigma étant supérieur à 1, on est dans le cas sigma supérieur à 1, c'est strictement positif, là j'ai un coefficient en face de t qui est strictement positif, et donc quand je mets ça dans une exponentielle, ça a tendance à exploser. Ainsi, ce que on voit là, c'est que tant que y est positif, strictement positif, d'accord, donc je suis pas dans un cas où y est nul, ça veut dire que je suis pas sur l'axe x ici, donc sur l'axe S, je suis pas sur cet axe là, je suis un petit peu au-dessus, et tant que je suis à une certaine distance de cet axe là, que j'ai appelé y ici, donc ça veut dire que le nombre d'infectés est non nul, le nombre d'infectés près du point 1, 0 a tendance à croître exponentiellement. D'accord ? Il a tendance à croître exponentiellement lorsque sigma est strictement supérieur à 1. Ce qui fait que c'est un point instable. D'accord ? Donc là, ça a tendance à tirer dans ce sens-là, et donc à chaque fois que je veux m'approcher de ce point-là, il y a quelque chose qui me tire vers le haut et qui m'en écarte. Donc ce point-là est un point, le point 1, 0, donc 100% de la population susceptible et 0% infectée, est un point instable. Donc je ne peux pas l'atteindre, ce point-là. Enfin, la seule façon de l'atteindre, ce serait que y soit vraiment nul, et dans ce cas-là, j'ai une façon de l'atteindre parce que x' serait négatif. Et donc, si x' est négatif, je vais aller rejoindre le point. Donc je peux que accéder au point par l'axe des x. Mais tant que j'ai un nombre d'infectés non nul, eh bien je m'en éloigne si je suis très proche de ce point-là. Donc ce point-là est instable. Donc PE1 est instable. Ça c'est ce qu'il faut retenir. Ok, bon, puisque PE1 est instable, il nous reste un second point. On va voir si le second point, lui, quant à lui, est stable. Donc là, j'ai regardé autour de S1 étoile, I1 étoile. Maintenant, je vais regarder autour de S2 étoile, I2 étoile. D'accord, et donc je vous rappelle que c'est 1 sur sigma mu sur bêta facteur de sigma moins 1. Ok, donc je reprends mon système d'équations différentielles linéarisées ici, et cette fois je l'évalue en I2 étoile et S2 étoile. Et quand je fais ça, j'obtiens le système d'équations différentielles suivant.
j'ai x' qui est égal à moins mu sigma x moins bêta sur sigma y, et y' qui est égal à mu facteur de sigma moins 1 fois x. Voilà. Alors ça, il y a différentes façons de résoudre ce système-là, hein. Il est très simple à résoudre, mais une des façons, celle que je vais faire par exemple, c'est de dériver cette équation-là. Donc je la dérive et j'obtiens x seconde égale moins mu sigma x' moins bêta sur sigma y'. Et y', je connais son expression ici, elle est égale à mu facteur de sigma moins 1 fois x. Donc ça va me donner du bêta sur sigma fois mu facteur de sigma moins 1 fois x. D'accord? Autrement dit, ça veut dire x seconde plus mu sigma x' plus bêta sur sigma mu facteur de sigma moins 1 x égale 0. Et ça, c'est une équation différentielle du second ordre, linéaire, que je sais résoudre. D'accord? Et donc les solutions de cette équation-là, ce sont des solutions qui sont de la forme a exponentielle de lambda 1 fois t, plus b exponentielle de lambda 2 fois t. D'accord? Et si j'injecte cette solution dans cette équation différentielle là, eh bien je m'aperçois que, parce que c'est ce qui va nous intéresser au final, les coefficients lambda 1 et lambda 2, ce qu'on appelle les valeurs propres de cette équation différentielle, eh bien elles satisfont une équation caractéristique du second ordre, d'accord? Donc lambda 1, lambda 2 sont solutions d'une équation d'un polynôme d'ordre 2, ce qu'on appelle l'équation caractéristique de l'équation différentielle, qui est lambda carré plus mu sigma. En fait, juste je remplace x seconde par lambda carré, x' par lambda et x par 1. Donc mu sigma lambda plus bêta sur sigma fois mu facteur de sigma moins 1 égale 0. D'accord? Donc j'ai juste à résoudre cette équation du second ordre pour connaître, avoir une information sur les coefficients lambda 1 et lambda 2. Donc c'est un polynôme de second ordre, j'ai juste à calculer le discriminant. Le discriminant, quand je calcule, c'est égal à mu carré sigma carré, d'accord, b carré, moins 4ac, donc je le factorise tout de suite, hein, mu carré sigma carré, parce que ça va me permettre, ça va simplifier l'analyse mathématique ensuite, moins 4 facteur de bêta sur mu sigma cube. Alors le mu sigma cube vient de cette factorisation là, hein, facteur de sigma moins 1. Voilà. Et fonction du signe de delta, bien sûr, on sait que les solutions, alors en fait les solutions lambda 1 et lambda 2 sont égales à moins b sur 2a, donc c'est moins b sur 2a, c'est moins mu sigma divisé par 2, plus ou moins racine de delta divisé par 2. D'accord? Alors là, on va pouvoir séparer en deux cas. Il y a un premier cas qui est si delta est positif. D'accord? Donc si delta est positif, alors on a, ça veut dire surtout que en fait racine de delta, si delta est positif, hein, ça veut dire que forcément ce terme là il est plus petit que 1. D'accord? Ça c'est plus petit que 1. Donc si ça c'est plus petit que 1, ça veut dire que racine, si ça c'est plus petit que 1, ça veut dire que delta, lui, est forcément plus petit que mu carré, sigma carré, et donc que racine de delta est plus petit que mu sigma. Donc si racine de delta est plus petit que mu sigma, ça veut dire que lambda 1 et lambda 2 sont tous les deux négatifs. D'accord? Puisque soit je rajoute quelque chose qui est plus petit que mu sigma sur 2, soit j'enlève quelque chose, soit je retire quelque chose à mu sigma sur 2, donc dans les deux cas c'est négatif. Donc j'ai lambda 1 et lambda 2 qui sont toutes les deux négatifs, ce qui signifie qu'au voisinage de ce point d'équilibre, eh bien,
j'ai x de t, d'accord, qui va forcément tendre vers 0, puisque lambda 1 et lambda 2 sont négatifs, donc j'ai des exponentielles décroissantes, et donc au fil du temps, à mesure que le temps s'écoule, eh bien j'ai x de t qui doit tendre vers 0. Au voisinage de ce point-là, x de t tend vers 0. D'accord. Et y aussi. D'accord. Et y aussi, puisque en fait c'est y' c'est proportionnel à x, donc j'ai juste à intégrer en fait cette équation là, et donc une intégration de cette équation là, ça va me donner quelque chose qui est de la forme a exponentielle de lambda 1 sur t, enfin proportionnel à ça, hein, a exponentielle de lambda 1 sur t divisé par lambda 1, plus b exponentielle de lambda 2t divisé par lambda 2, et de la même façon, bah, j'ai des exponentielles décroissantes pour y, et donc forcément, ils tendent vers 0. Okay, donc je suis dans un cas où x de t tend vers 0, y de t tend vers 0, donc en fait, dans le plan IS, d'accord, à l'intérieur de ce triangle-là, donc je suis autour du point S étoile de I étoile 2, je les prends quelconques, hein, quelle que soit leur valeur. Autour de ce point-là, si je me mets à une certaine distance de ce point-là, et ben je tombe dessus. D'accord? Donc c'est un attracteur. Donc forcément je tombe dessus et le point est un point d'équilibre. Donc PE2 est un point d'équilibre. Maintenant, si delta est négatif, ah bah alors si le delta est négatif, cette fois en fait je vais avoir lambda 1 et lambda 2 qui sont des solutions complexes, d'accord. Donc elles vont avoir leur partie réelle qui est égale à moins mu sigma sur 2 plus ou moins i racine de delta divisé par 2. Voilà, racine de moins delta divisé par 2. Voilà. Donc bah, en fait là il n'y a pas grand chose qui change, si ce n'est que bah, cette fois les solutions peuvent être oscillantes. D'accord. Donc les solutions pour x de t, ça va être une partie qui est une exponentielle décroissante, puisque quand je vais remplacer lambda 1 et lambda 2 par leurs valeurs qui sont des coefficients complexes, ben leur partie réelle va donner des exponentielles décroissantes, alors que leur partie imaginaire va donner une exponentielle complexe. D'accord. Donc en fait, x de t va être une solution de la forme x de 0 fois cosinus de racine de moins delta sur 2 fois t exponentielle de moins mu sigma divisé par 2 fois t. Et en fait, bah, je trouve le même résultat. Et puis bien sûr, pareil pour y de t, hein, ça va être quelque chose qui est proportionnel à un certain terme qui va être en a 1 sur lambda 1 exponentielle de i racine de moins delta t divisé par 2 plus b sur lambda 2 exponentielle de moins i racine de moins delta t divisé par 2, mais le tout fois exponentielle de moins mu sigma divisé par 2t. Et donc dans les deux cas, on voit que j'ai un terme qui, au fil du temps, quand t tend vers l'infini, bah, tend vers 0 parce que le coefficient qui est devant t est négatif. Donc ça, c'est quelque chose qui tend vers 0, et ça, c'est quelque chose qui tend vers 0. Donc une fois de plus, j'ai x de t qui tend vers 0, et y de t qui tend vers 0, donc je viens m'écraser sur le point d'équilibre, qui est forcément un point d'équilibre stable. Donc PE2 est stable dans les deux cas. Bon, là j'avais mis PE2 est un point d'équilibre, ça on le savait déjà, mais d'équilibre stable. Donc quoi qu'il arrive, si, donc ça c'est le résultat important, si sigma est plus grand que 1, PE2 est le point d'équilibre stable.
D'accord. Et dans le cas où le discriminant est négatif, en fait, c'est quelque chose d'oscillant. D'accord. Donc ça veut dire que cette fois, dans mon diagramme, I en fonction de S, j'ai un point, qui est donné par S étoile égale 1 sur sigma, c'est S étoile 2, et I étoile 2 égale mu sur bêta facteur de sigma moins 1. J'ai un point vers lequel je vais tendre. Donc imaginons qu'au départ d'une épidémie, on commence près de ce point-là, hein, où on a quasiment 100% de la population qui est susceptible, donc qui est saine, et on a juste quelques infectés. Eh bien, je vais croître en nombre d'infectés. Alors, souvenez-vous aussi que pour I', on avait noté quand même que I' s'annulait à chaque fois que sigma S est égal à 1. Donc ça veut dire qu'en fait tous les extrémas de I sont forcément sur la droite S égale 1 sur sigma. Donc sur la droite S étoile 2. S égale S étoile 2. Donc en fait tous les extrémas en fait sont sur cette droite là. Tous les extrémas sont sur cette droite là. Donc je vais avoir mon taux d'infecté qui va augmenter, qui va passer par un maximum sur cette droite là, et puis vu qu'elle est oscillante en fait elle tourne et elle converge petit à petit vers le point. Et elle va venir s'écraser sur ce point d'équilibre là, qui est PE2. Voilà, une autre façon de le voir, si vous voulez, de le représenter, c'est que la fonction I en fonction du temps, alors on n'a pas de solution analytique pour elle, mais on sait qu'elle va faire quelque chose comme ça, hein. Elle va partir d'assez bas en I0, puis elle va venir osciller jusqu'à se stabiliser autour d'une asymptote horizontale qui est I2 étoile. D'accord, donc ça veut dire que si sigma est supérieur à 1, donc si le R0 est supérieur à 1, je tends forcément vers une population endémique d'infectés. Ça c'est ce qu'on appelle une population endémique d'infectés, quand la population d'infectés est non nulle au temps long. En permanence, j'aurai une certaine population qui est infectée. Alors on peut essayer de s'amuser à faire des hypothèses sur les valeurs de mu et bêta pour essayer d'estimer ce que peut valoir I2 étoile. Alors on va juste le réécrire légèrement, ce I2 étoile. Donc on a dit que c'était mu sur bêta facteur de sigma moins 1. Alors bêta, par définition de sigma, en fait, souvenez-vous, on a dit que sigma c'était bêta sur gamma plus mu, donc bêta en fait c'est égal à sigma facteur de gamma plus mu. Ce qui veut dire que si je remplace bêta par gamma plus mu fois sigma, j'ai en fait I2 étoile qui est égal à mu sur gamma plus mu, facteur de 1 moins 1 sur sigma. Alors pourquoi je fais ça? Je fais ça parce que en fait le coefficient bêta il est assez difficile à se représenter, il est un peu difficile d'estimer une valeur. Par contre les coefficients mu et gamma sont plus simples. Mu ça représente la natalité, d'accord? Donc en France cette natalité c'est de l'ordre de 2000 naissances par jour, d'accord? Donc on a 2000 naissances par jour environ. Et suivant les hypothèses de notre modèle ça veut dire à peu près 2000 morts par jour aussi. Le coefficient gamma, lui, ça correspond au taux de guérison de la maladie. Donc si on s'intéressait par exemple à la guérison du Covid, bah, c'est quelque chose qui est de l'ordre de... alors c'est le taux de guérison par unité d'infecté, d'accord? Donc pour un infecté, on sait qu'il guérit en environ 14 jours. D'accord? Donc ça veut dire que c'est à peu près 1 sur 14 par jour. Donc vous voyez que en fait le coefficient mu il est très grand par rapport au coefficient gamma. Donc ça veut dire que ce terme là en fait il est de l'ordre de 1. On peut dire rapidement comme ça pour faire une approximation grossière qu'il est de l'ordre de 1. C'est pas forcément vrai, c'est pas forcément toujours vrai, mais bon il est de l'ordre de 1. Dans l'application numérique qu'on va vouloir faire. Donc I2 étoile est à peu près égal à 1 moins 1 sur sigma. D'accord? Alors par exemple pour la rougeole, qui est probablement une des maladies les plus contagieuses que l'on connaisse, le sigma il est de l'ordre de 15. D'accord? 15. Ça veut dire que I2 étoile serait égal
alors serait égal en l'absence de vaccination à 1 moins 1 sur 15, d'accord? Et ça représente environ 94%, d'accord? C'est-à-dire que si jamais il n'y avait pas de vaccin, il y aurait 94% de la population de façon endémique qui aurait la rougeole. Donc vous comprenez, en fait, ça c'est dû à sa très forte contagiosité, et c'est une des raisons pour lesquelles on a un taux de vaccination qui est aussi fort. Et d'ailleurs, il me semble que c'est comme ça qu'on estime la population minimale qui doit être vaccinée de façon à atteindre une immunité de groupe. C'est qu'il faut essayer d'atteindre 1 moins 1 sur sigma en population vaccinée. Donc c'est pour ça qu'on vaccine dès la naissance pour la rougeole. Alors dans le cas de l'épidémie de Covid-19, donc on ne connaît pas encore la valeur de sigma, mais on estime qu'elle pourrait être aux alentours de 2. Ce qui voudrait dire que dans ce cas-là, I2 étoile serait aux alentours de 1 moins 1,5, c'est-à-dire environ 50%. Donc ça c'est bien sûr en faisant tout un tas d'hypothèses, en particulier l'hypothèse où on n'aurait pas de vaccin, l'hypothèse selon laquelle en fait on a négligé l'augmentation ou la diminution de la population. Voilà, donc il ne faut pas essayer d'utiliser ces modèles pour faire trop de prédictions non plus. Ça sert, ce sont juste des outils mathématiques avec lesquels on peut jouer. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.